pourquoi a-t-il supprimé des bourses d'études? Il y a plein d'enfants de la NASA ou à la Silicon Valley, plein de jeunes Camerounais qui sont des informaticiens de haut niveau. Même il n'y a pas longtemps, lors d'un de mes séjours, les propriétaires de finances disent que les Camerounais sont très forts dans les finances et que dans toute leur unité, leur structure, ils cherchent toujours des jeunes Camerounais parce qu'on est très brillant en matière de finances. C'est quand même, c'est des lauriers qu'on lance au Cameroun. Une fois, je suis allé, un de mes enfants de l'Ouest m'a dit qu'il est dans la haute finance, à la Bourse de Paris. Et il m'a dit, à la Bourse de Paris, on est tellement nombreux dans les cabinets financiers que à la cantine, on a mis le poulet DG. Parce qu'il y a des jeunes Camerounais et qui sont excellents en matière de finances. Alors tout ça, ce savoir-faire, et c'est Mme Clinton qui m'a dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on fait de ce gisement de matière grise chez vous? J'ai dit pourquoi? Mme Clinton, l'ancien premier dame, m'a donné le prix. Elle m'a dit, ici aux États-Unis, vos enfants sont dans toutes les universités et les meilleurs. Et ils sont enseignants dans ces meilleures universités. Vous deviez être vraiment, je ne sais pas, le fer de lance du développement, au moins dans l'espace francophone. Ce n'est pas le cas. Ils sont tous là-bas. Il y en a qui enseignent à Harvard, il y en a qui enseignent au MIT, la grande université de sciences et technologies. Il y en a qui sont à Berkeley, en Californie. Ils sont partout. À Yale, ils sont partout. Les étudiants camerounais, très brillants, et qui deviennent enseignants. Vous faites quoi avec ça? On développe le pays. J'ai donc pris l'exemple de l'Iran pour dire qu'il ne faut pas qu'on dorme. Voilà un fou qu'on appelle Netanyahou qui est allé provoquer l'Iran. Le déluge de feu s'est abattu sur lui et dit qu'il ne savait pas que les gars étaient si puissants. Voilà. Voilà, merci Madame Arrêtez. Vous êtes partie de l'actualité internationale avec l'Iran et Israël pour ressortir justement les bienfaits technologiques ou alors scientifiques liés à la mathématique qui constituent une certaine valeur ajoutée pour l'Iran. Et vous ramenez ça sur le plan local pour que ça serve d'exemple aux Camerounais qui pourront s'inspirer de cette logique-là. Il faut donner des bourses aux jeunes. Mais tout dépend d'une volonté politique quand même. Mais bien sûr, c'est pour ça que je m'adresse au chef de l'État. C'est lui qui acceptait qu'on supprime les bourses, alors que lui, il a profité d'une bourse pour aller faire les études à l'étranger. Même le fou qu'on appelle Titus Edzoa, qui se vantait d'avoir privatisé l'université, le rendre à 50 000 francs CFA. Malgré tout, les parents se saignent. Malgré tout, les parents se saignent. Et quand on voit les résultats, vous vous rendez compte qu'il y a un certain temps, l'Allemagne comptait 12 000 ingénieurs formés en Allemagne. Ils se sont répandus aux États-Unis, il y en a qui sont allés au Canada travailler, d'autres sont partout. Parce qu'ils ont une formation très pointue en Allemagne. Voilà. Voilà que 12 000 ingénieurs ne développent pas le pays, mais ils sont à l'étranger. Ce papier de part et d'autre. Oui. C'est pour ça que les autorités allemandes ont dit que non, on ne peut pas former des enfants aussi pointus et dire qu'ils ne travaillent pas chez nous. Au contraire, ils sont là-bas. Ils sont des ingénieurs, ils ont l'argent. D'autres ont immigré au Canada, d'autres ont immigré aux États-Unis.
parce qu'ils ont une formation de pointe. Au Rwanda, il y a des Camerounais qui développent le Rwanda. Voilà, voilà. Et le président, je ne sais pas où il est. Bon, comme les réseaux sociaux finissent toujours par atteindre ses oreilles, c'est pour ça que moi aussi je fais ma part à mon fils. Merci. Okay. Merci infiniment, mesdames, messieurs. Voilà. Nous vous invitons à partager abondamment. Donc cette dame, c'est Madame Henriette Ekoué. Madame Henriette Ekoué. Voilà, je la connaissais pas du tout, mais voilà, je la découvre. Henriette Ekoué, elle est connue sans doute au Cameroun. C'est une journaliste, je crois, et puis une femme politique. Voilà, Henriette Ekoué. Bonjour à tous. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Écoutez, là, il se trouve que il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des commentaires, ça remonte maintenant à quelques semaines, qui me disent que ils aimeraient bien que je me prononce sur ce qu'il y a eu, l'agression de, comment on appelle, l'État d'Israël avec son premier ministre Benjamin Netanyahou qui agressait l'Iran. Voilà. Donc il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des commentaires disant oui, on aimerait bien vous entendre là-dessus. Bon, je dois dire que c'est très délicat. Là, on est sur un terrain très glissant, mais cela dit, comme je dis souvent, je dis bon, mais d'abord, il y a des spécialistes. Hein. Là, je ne veux pas être un spécialiste, hein, soyons d'accord. Voilà. Donc, je vais juste donner mon point de vue en tant que citoyen libre. Donc, je prends l'intervention de cette dame, cette grande dame du Cameroun, et je vous dis, ce qu'elle développe est très intéressant, parce qu'en gros, elle parle justement de l'agression d'Israël envers l'Iran, et elle explique qu'en fait, c'est une jeune fille, une jeune femme de 20 ans qui a développé le système iranien, hein, parce que les Iraniens sont très pointus en mathématiques, puis en sciences, voilà. Et le rideau de fer là, qui protégeait Israël par rapport aux attaques de missiles et tout ça. Là, ils en ont pris pour leur frère quand ils ont agressé l'Iran. Ouais, ouais, ouais. Donc elle, en gros, ce qu'elle explique, c'est quoi? C'est que elle dit que Paul Biya, voilà, elle le nomme pas le président, mais c'est Paul Biya. Voilà. Paul Biya, en fait, il a validé un des ministres qui a supprimé les bourses qui étaient accordées aux étudiants au Cameroun qui bénéficiaient des bourses pour aller faire des études au niveau des sciences en général, des mathématiques là, notamment, ou y compris, ou en particulier. Bon. En gros, c'est de dire que on en a besoin parce que justement, aujourd'hui, on assiste à la guerre des étoiles. Ah oui, là, carrément. Là, ce qui s'est passé entre Israël qui a attaqué, comment dire ça, l'Iran, eh ben, c'est la guerre des étoiles, puisqu'il n'y a pas eu de combat au sol. Voilà. Donc, dès lors, moi, je sais pas moi, c'est qu'on fait le constat que c'est la guerre des étoiles. Vous voyez, c'est impressionnant. Donc, pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut qu'il y ait des gens qualifiés et il faut déjà les former. Donc là, moi, je pense au frère Fétiche de guerre. Fétiche de guerre, vous savez, je regarde de temps en temps, et alors c'est vrai que lui, ses vidéos, c'est à rallonge parce qu'il fait des lives qui durent des heures et des heures. Non. Mais cela dit, il y a des sujets quand il aborde, je trouve ça très bien, c'est bien travaillé. Sauf que je m'étonne, je me dis, mais comment il peut défendre Paul Biya? Comment il peut oser défendre Paul Biya? Lui et puis tous les autres, hein, voilà. Tous ceux qui défendent Paul Biya, que ce soit au Cameroun même ou à l'extérieur, je ne comprends pas. Pour moi, je dis, il faut oser, parce que Paul Biya est indéfendable. Je suis impressionné. Donc je me dis, bon, soit il fait de l'ironie, je cherche toujours, hein. Voilà, dites-moi dans les commentaires, fétiche de guerre. Est-ce qu'il fait de l'ironie ou est-ce qu'il prêche pour le faux, pour avoir le vrai, ou je sais pas. Mais s'il est sérieux, enfin, je ne comprends pas, parce qu'il critique tous les autres chefs d'État, et puis Paul Biya, il va le défendre. Je n'arrive pas à comprendre. Alors que pour moi, Paul Biya, mais il a une responsabilité historique pour toute l'Afrique en général et pour le Cameroun en particulier, mais c'est incommensurable. Enfin, dites-moi, soyons sérieux. Et je dis toujours que comme je me veux sérieux, eh ben, qui se ressemble s'assemble. Si vous n'êtes pas sérieux, changez de chaîne, allez faire autre chose. Si vous êtes fâché avec la vérité, changez de chaîne, allez faire autre chose. Voilà. Parce qu'ici, c'est la vérité. Hein, comme dit le grand Cheikh Anta Diop, à connaissance égale, la vérité triomphe. Et d'ailleurs, le grand Cheikh Anta Diop rappelait d'ailleurs à Obenga, professeur Obenga, il disait à Obenga que voilà, il faudrait que la jeune génération, la génération d'Africains, il faut qu'ils s'arment de science jusqu'aux dents. Ouais. Oui, oui, oui. C'est du lourd, c'est du très lourd, Cheikh Anta Diop. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai pris quelques notes, mais avant de lire mes notes, je vais d'abord dire comme ça mon point de vue de manière générale sur la question
Israël avec les autres pays, surtout ces pays, comment dire, limitrophes, la région. Ouais. Mais en fait, ça fait longtemps que ça dure. C'est depuis la Seconde Guerre. Alors, c'est encore plus vieux, mais en tout cas, c'est après la Seconde Guerre que les grandes puissances, notamment l'Angleterre, ils ont pu établir là-bas Israël. Sachant que, pour ceux qui ne savent pas, au départ, la démarche était de mettre main en Afrique, hein, en Namibie, si je me souviens. Dites-moi maintenant, c'est des spécialistes là. Voilà, moi, je ne suis pas spécialiste, mais le peu de notions que j'ai là-dessus, j'ai cru savoir que c'était ça. La démarche auparavant, voilà. Ils voulaient s'implanter là-bas. J'aime bien les chaînes arabes, là. Eux, ils utilisent le thème de entité sioniste. J'aime bien parce que ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Parce qu'ils disent pas Israël, jamais, jamais. Ils disent entité sioniste. Voilà. Donc, en gros, c'est quoi? C'est-à-dire que, écoutez, depuis 70 ans au minimum, il y a cette question-là. Et évidemment que si elle est résolue, il va y avoir des répercussions dans le monde entier, clairement. Ah ben oui. Parce que nous autres, moi j'étais petit, hein, je vous dis, bon, panafricain, je le suis en premier, et puis accessoirement ivoirien. Mais je me rappelle, quand on regardait le journal télévisé à l'époque, pour ceux qui sont ivoiriens ou même qui ne sont pas ivoiriens forcément, mais qui connaissent un peu les chaînes ivoiriennes, surtout la RTI, la radio-télévision. Maintenant, il y a plusieurs chaînes, mais à l'époque, c'était une seule chaîne. Bon, là, comme moi, j'étais beaucoup plus jeune. Et il y avait, je me rappelle toujours quand il faisait son journal, bon, paix à son âme, parce qu'il vient de décéder là, le grand journaliste Jésus Kwasi Yoboué. Je vous dis, mais quand on écoutait, parce que lui, avec les prononciations qu'il avait, puis c'était des professionnels, hein, Jésus Kwasi Yoboué, il s'appelait le monsieur. Il vient de décéder là, je crois, il y a 2 ans. Je crois qu'il est décédé en 2023 ou 2024, je sais plus. Mais en tout cas, paix à son âme, ce grand journaliste. Et il y a eu des très, très grands journalistes, je dis comme ça dans mes souvenirs d'enfance. Hein. Bon, alors, peut-être ce sera une autre fois pour citer les noms, mais là, comme ça, là, pourquoi je parle de lui? Parce que lui, à chaque fois qu'il faisait son journal, il prononçait justement la question, le conflit israélo-palestinien. Et quand la manière dont il prononçait ça, tout petit, déjà, ça m'interpellait. Vous voyez? Pour vous dire, ça fait longtemps que ça dure. Et puis, comme ça, je vais, parce que sinon, on va y rester 2 heures, mais ce qui me vient comme ça à l'esprit avant de faire ma lecture, je veux dire, euh, moi, ce qui m'a marqué, hein, c'est Yasser Arafat. Voilà. Yasser Arafat, grand leader palestinien de l'OLP, hein, et est-ce qu'on entendait qu'il était vivant, parce que lui, il était la résistance pour la libération de la Palestine, et ben les dirigeants israéliens, souvent, je me rappelle, hein, ils disaient, c'est lui qui fait obstacle à la paix. Ah, du coup, quand il est mort, voilà, il est mort ici à Paris, hein, en fait, bon, il était malade, et puis ils l'ont transféré ici à l'hôpital militaire Clamart, à Paris, dans le 92, hein, dans les Hauts-de-Seine, qu'il est décédé. Bon. Eh ben, moi, quand on a annoncé son décès, je me dis, bon, tous ceux qui auparavant, quand il était vivant, disaient que c'est lui qui fait obstacle à la paix, je dis, bon, voilà, on va voir la paix maintenant. Hein, la paix entre Israël et puis ses voisins, hein, Israël et les pays arabes. Et de nenni. Et du coup, je me suis dit, non, faut arrêter à un moment donné. Parce que je dis, s'il ne disait pas, moi je suis comme ça, hein, s'il ne disait pas que c'était, comment dire, Yasser Arafat qui faisait obstacle avec son organisation, l'OLP, à la paix, hein, je leur ai dit, bon, d'accord. Mais s'ils disent ça et que le monsieur n'est plus là, excusez-moi. Donc, on va chercher l'erreur, voilà. Et comme ces gens-là, je vous dis, ils sont, oh là là, ils rusent avec leurs principes. Dixit Aimé Césaire, c'est ce que j'avais oublié de dire hier, voilà, parce que j'avais oublié le terme. C'est le terme ruser. Ils rusent avec leurs principes. Ils ont des principes, mais ils rusent avec. Alors, quand on est dans le bon sens aussi, on se dit, mais attendez, si vous rusez avec vos propres principes, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Que dalle, rien. Vous n'êtes pas sérieux. Mais maintenant, si c'est les principes des autres, comment vous allez faire alors? Question. Parce que là, vos propres principes, vous rusez avec n'importe quoi. Donc, j'allais dire ça m'avait marqué. Et donc là, ce à quoi on assiste, c'est que, alors ils disent que là, récemment, c'était ce qu'ils ont appelé la guerre des 12 jours. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu la guerre des 6 jours, et à l'époque, dans les années 60-70, hein, les années 60, c'était l'agression des pays arabes à Israël. Et du coup, Israël ayant bénéficié des adeptes de l'OTAN et les États-Unis en particulier, ça c'est le protecteur numéro 1, eh ben, en 6 jours, Israël a gagné cette guerre-là, des 6 jours. Voilà. Hein. Il y avait une coalition de pays arabes. Et du coup, à partir de là, ben, les pays arabes, ils étaient un peu refroidis. C'est-à-dire, ils n'étaient pas très motivés, en tout cas pour la riposte ou pour revenir à la charge. Bon, c'est vrai qu'il y a des organisations, hein, comme le Hamas, tout ça, qui essayent de
défendre la cause palestinienne, mais quand on prend un pays entier, voilà. Donc ça faisait longtemps. Et là, euh, ils ont des projets, ce qu'ils appellent le Grand Israël, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où c'est incompréhensible. Ils n'arrêtent pas de dire, oui, mais ils cherchent à nous agresser. Et ceux qui s'y connaissent, les spécialistes, disent que voilà, la Palestine, elle a été annexée, ils sont venus, c'est une terre qui appartient aux Palestiniens, et ils sont installés. Et je vous dis, le projet auparavant, c'était d'aller en Afrique. Après, ils ont renoncé. Attention. Là, maintenant, je fais appel aux spécialistes, hein, voilà, parce que quand on ne s'y connaît pas, je vous dis, on s'assoit, on prend des notes, voilà, pas fatiguer les gens. Donc moi, je dis, moi, je suis pas un spécialiste, mais le peu que j'essaie de développer là-dessus. Donc, selon moi, ce qui s'est passé là, on a assisté à la guerre des étoiles, et comment dire, c'est, je crois, dans une démarche comme ça de vouloir étendre leur territoire, hein, en fait, l'État d'Israël, avec Netanyahou, là, qui est un homme d'extrême droite. Là aussi, pareil, voilà ce qui m'interpelle. C'est que je dis, bon, ce monsieur, il est d'extrême droite. Bon, de manière générale, vous allez voir que les Occidentaux, là, les donneurs de leçons, je répète, ils vont faire la guerre contre l'extrême droite. Mais lui, il est d'extrême droite, Netanyahou. Pourquoi lui, on le laisse tranquille? Voilà. Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Ah oui, je suis désolé. Hein. Concours d'honnêteté intellectuelle. C'est très pointu. Oui, non, parce que moi, je vais avancer. Je veux qu'on sorte du bourbier dans lequel on est. Or, eux, c'est leur business. C'est un fonds de commerce. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon, on avance. Donc, j'ai dit, bon, ce monsieur est l'extrême droite. Donc, pourquoi, de manière générale, vous combattez l'extrême droite ailleurs, dans tous les autres pays du monde? Et puis là, quand on arrive chez lui, non. N'importe quoi. Bon, alors, là aussi, pareil. On va aller dans le mille. Hein. En fait, qu'est-ce qu'il donne toujours comme argument? Dire que, voilà, nous avons souffert pendant la Seconde Guerre, 6 millions de morts. D'accord. Mais alors, nous, on va sortir aussi nos morts. Ah oui, et puis le frame balambala. Bon, là, je vous dis, c'est un terrain très glissant. Mais on va y aller. Non, parce qu'à un moment donné, qui ne dit rien consent. Voilà. Qui ne dit rien consent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on apprend que les Russes, pendant la Seconde Guerre, ils ont perdu pas moins de 27 millions de leurs. La Russie, l'Union soviétique, les Russes, ils ont perdu pas moins de 27 millions. Donc, faites la comparaison. Voilà, à un moment donné, on se calme. C'est-à-dire qu'on revient à la raison, on revient les pieds sur terre. Et à condition, comme j'ai dit souvent, il y en a beaucoup qui ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Il faut qu'on se mette à l'évidence. Parce que je dis, quand on vous dit que l'or, tout ce qui brille n'est pas de l'or, vous êtes d'accord. Mais c'est pareil. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de dire que tu es un être humain. Il faut le démontrer. Ce que j'appelle la théorie et la pratique. C'est de la pratique qu'on va voir si tu l'es réellement. Or, dans la pratique, s'il n'y a personne, tu ne l'es pas. Tu as juste l'apparence. Excusez-moi, du peu. Clairement. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il en est aussi aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe en RDC depuis des décennies, où on nous parle de quoi? 10 millions de morts, alors qu'il y en a beaucoup plus. Parce que je vous dis, quand il s'agit des négros, on minimise les chiffres. Ah oui, moi, c'est concours d'honnêteté intellectuelle. Donc, du coup, tous ceux qui ont des diplômés, là, je dis les diplômés africains et les, comment ils appellent encore, les prétendus intellectuels africains, je dis, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouillard, ça c'est dixit de moi-même, hein. C'est moi qui ai qualifié ça. C'est moi ma propre réflexion. Je répète, les diplômés et les prétendus intellectuels africains font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Eh oui, ce que je dis là, maintenant, faites la vérification. Regardez comment ils se comportent, comment ils agissent avec tout ce qu'ils ont comme bagage. Alors que normalement, ils devraient faire de manière à ce que le peuple soit éclairé, pas plonger le peuple dans l'obscurité, voire l'obscurantisme. Eh oui, avec le peu qu'on a, regardez. Bouillard, bouillard, bouillard. Alors on y va. Donc, ce que j'ai tenu à dire, c'est quoi? C'est que j'ai dit, mais les Iraniens, ils ont été victimes depuis des décennies de comment on appelle ça, boycott, d'embargo. Ils ont fait avec. Hein, ils ont fait avec. Ils n'avaient pratiquement pas le choix, même si c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des BRICS, mais les BRICS, ça vient de comment dire ça, apparaître. Ça vient d'être mis sur pied. Bon. Donc pendant des décennies, l'Iran, parce que l'Iran est soupçonné d'enrichissement pour détenir la bombe, je sais pas quoi, bon. Et on va remarquer que si on établit les comparaisons, Israël refuse à chaque fois qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont eux, parce qu'ils ont la bombe atomique. Ils l'ont. Israël fait partie des pays qui en disposent. Il y en a pas mal au monde. Hein, les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, Pakistan, l'Inde, hein, et puis Israël aussi. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud, par exemple, ça c'est mon point focus, l'Afrique du Sud a disposé
pendant la période de l'apartheid, vous vous rendez compte, c'est pour ça que je dis on est gonflé à bloc, hein, parce que je dis, si on ne sait pas, on ne sait pas, mais quand on sait, moi, j'ai pas de temps à perdre. Donc, comment se fait-il que pendant la période de l'apartheid, l'Afrique du Sud est dotée de l'arme nucléaire. Et qu'est-ce qu'ils fournissaient? La France, les États-Unis, Israël. Ce sont eux qui ont aidé l'Afrique du Sud. Bon, et pourquoi? Mais parce qu'il s'agissait en fait de dire aux autres pays africains, là, on est en train de matérialiser vos frères. Si jamais vous voulez la ramener, voilà ce qui vous attend. C'est ça, en fait, toujours, leur démarche. Voilà. Eh oui, bouillard, bouillard, on est trop bon. Hein. Voilà. On avance. Donc, de quoi s'agit-il? C'est de dire qu'en fait, selon moi, soit on contrôle tout le monde, soit on contrôle personne. Parce que le jeu qui consiste à toujours dire oui, alors les termes qu'ils utilisent, mais quand tu dis que tu es démocrate, mais ça n'a pas de sens. C'est du non-sens. J'aime bien la formulation en anglais, no sense. Ouais, les chansons de Fela Ranson Kuti. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est dire guerre préventive. Ah, ils sont culottés, hein? Guerre préventive. Et du coup, comme on a plein de corrompus, alors malheureusement, ce n'est pas seulement cette zone-là, là, parce que le 21e siècle, je crois que c'est le siècle qui a battu les records en matière de corruption. Excusez-moi, hein. En tout cas, je dis excusez-moi, c'est le sens. Allons vérifier. Hein, les autres siècles passés, 21e siècle, mais voilà, c'est pour moi, ils ont cassé la baraque en matière de corruption. Corruption morale d'abord, et ensuite corruption matérielle. Hein, ça part dans tous les sens. Non, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je suis démocrate, je suis républicain, et puis tu vas valider guerre préventive. C'est quoi? Insulter l'intelligence d'autrui, c'est ce que ça veut dire. Je me répète, insulter l'intelligence d'autrui. Et moi, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, le peu que j'ai, je vais pouvoir donner mon point de vue. Voilà, on avance. Toujours argument. Donc, selon moi, les Iraniens, en réalité, comme d'autres pays aussi, mais vous voyez, quand il y a un embargo, ce n'est pas tous les pays. Là, l'Iran, parce que d'ailleurs, c'est l'Iran qui est visé depuis des décennies en disant oui, ce sont eux qui forment les terroristes. Bon, enfin bon, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que eux, ils se préparaient tranquillement, malgré les embargos dont ils étaient victimes. Préparaient. Et puis, l'erreur a été faite par, comment dire ça, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, un homme d'extrême droite, voilà. Ça, il faut le dire. Parce que je trouve que c'est scandaleux, et le mot est faible, de dire, mais attendez, comment vous pouvez toujours parler, dénoncer l'extrême droite en Allemagne, en France, partout, et puis là, lui, l'extrême droite, vous le laissez tranquille. C'est quoi l'histoire? Donc, c'est pas sérieux. C'est insulter l'intelligence d'autrui, voilà. C'est ça que ça veut dire. Non, parce que si on respecte l'intelligence des gens, on ne peut pas faire ça. Voilà. On ne peut pas dire que toi, tu es extrême droite en Allemagne, en France, c'est pas normal, en Espagne, au Portugal, tout ce que tu veux. Et puis là, quand on revient sur lui, il est extrême droite, puis non, non, on le tolère. Ça n'a pas de... Voilà, de toute façon, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont cautionné ça, là, le fait d'avoir une espèce d'indulgence, ils sont responsables hein, par rapport aux innocents qui ont été bombardés. Voilà ce que ça veut dire. Je répète, tous ceux justement qui sont dans cette escroquerie morale, ils en sont responsables. Parce que justement, s'ils disaient la vérité aux gens et qu'on essayait de se respecter mutuellement, on n'en serait pas là. Des pauvres innocents. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les innocents. Clairement, clairement. Bon. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je dis, mais en réalité, après avoir neutralisé, bon, alors, bombardement de la Palestine, alors là, c'est à cœur joie, hein, à volonté et tout. Et puis maintenant, je trouve qu'il y a des manifestations à travers le monde parce que les gens commencent à dire trop, c'est trop. Voilà. Et je vous dis, ça fait 70 ans au moins que hein, ces problèmes-là, ils perdurent. Et donc, les Iraniens, ils étaient là tranquillement. Alors, ils permettaient à l'organisme chargé de vérifier s'ils se sont enrichis, tout ça, de venir. Sauf qu'ils se sont rendus compte que finalement, même l'organisme, surtout il y a un des dirigeants là, qui lui, il prend les informations et puis il va donner ça aux Américains et aux Israéliens. Aux Israéliens. Voilà. Les Iraniens ils s'en sont rendus compte. Bon, on va dire que d'une certaine façon, c'est un mal pour un bien. Pour eux, hein, je parle des Iraniens, oui. Mais ce que je constate moi simplement en tant que citoyen libre, c'est de dire, mais attendez, je pense que l'erreur fatale comme ça du Premier ministre, et puis ceux qui l'ont conseillé aussi, parce qu'il a une équipe, hein, les ventes en guerre, là, d'aller bombarder l'Iran en disant oui, on fait la guerre préventive. Non mais attendez, à chaque fois dans votre récit, hein, c'est de dire qu'on a été agressé. Mais là, pour le coup, il n'y a pas d'agression. Les Iraniens, ils n'ont pas agressé, là. Hein? C'est vous qui êtes dans votre fantasme. Et vous êtes les seuls à savoir vos fantasmes. Sinon, nous, on ne sait pas. Voilà. Dans tous les cas, nous, on va juger sur les faits. Maintenant, j'ai dit, quand j'ai vu ce qui s'est passé, eh ben, je me suis dit, mais en réalité, les Iraniens, ils mourraient d'envie d'en découdre. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Hein. Ah oui, 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 oui. Ils mouraient d'envie d'en découdre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rappelez-vous, il y a plusieurs mois,
ils avaient envoyé des déluges comme ça de trucs missiles, ou je sais pas, les drones là, ils avaient envoyé, mais qui n'avaient pas, ce que je dis, ça remonte à, on va dire, un an, hein, facilement, un an, ou plusieurs mois avant là, ce qui s'est passé pour les 12 jours de guerre là. Donc j'ai dit, quand j'observe ça, je dis, mais en réalité, ils mouraient d'envie d'en découdre. Et du coup, Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien d'extrême droite, lui, il a donné l'occasion. Voilà. Et c'est pour ça que quand Israël, lui, bombarde comme ça les sites, d'abord, il a assassiné des pauvres, enfin, quand je dis des pauvres, je veux dire, bon, c'est vrai que ce sont des militaires, mais toujours est-il que, je dis, mais si on fait du œil pour œil, ou dent pour dent, je veux dire, le jeu qui consiste à dire, bon, mais d'ailleurs, même au départ, rappelez-vous, dans leur motivation, Netanyahou, là, il dit qu'on va aller assassiner aussi le guide, Ayatollah, là, n'importe quoi. Bon. Mais j'ai dit, mais si on assassine vous, votre gars, comment on fait? Non, c'est pas la solution. La preuve, par l'expérience, c'est pas la solution. Et donc, ils bombardent, les Israéliens bombardent les Iraniens, et puis 48 heures après, déluge, comme dit la dame, Madame Henriette, la grande dame camerounaise. Et lui dit, il ne sait pas, parce qu'il ne s'attendait pas à ça, et puis parce qu'il y avait un mépris complètement de l'adversaire. Et comme j'ai dit, pour moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai dit non, en réalité, ils ont pas compris que l'Iran, en fait, rongeait ses freins, hein, depuis des décennies, et puis là, l'occasion leur est donnée. Putain, maintenant, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Et puis, parce que regardez dans l'histoire, la guerre des 6 jours, où c'était Israël qui avait remporté, mais là, Iran tout seul. Hein. Alors, ce qui est aussi chez les Occidentaux, je ne comprends pas, c'est que eux, ils ont le droit d'avoir des alliés. Mais par contre, toi, en face, ils sont en train de te faire la guerre, mais tu n'as pas le droit d'avoir d'alliés. Non, mais ils sont perturbés. Hein. Et là, j'ai dit, tout le monde rentre en psychiatrie. Il faut le malin, là, mais il faut les soigner. Non, ils en ont besoin. Et ça, c'est toujours par manque de moyens. Mais clairement. Non, mais attendez. Si toi, tu as des alliés, admets, c'est normal que l'autre, il ait des alliés. Oh, eux, non. Eux, ils ont droit d'avoir des alliés, mais toi, en face, non, tu n'as pas droit. N'importe quoi. J'ai dit, moi, je me vante d'être un être humain, et en tant qu'être humain, je suis doué de raison et de réflexion. Bouillard, on est bon. Bon, on avance. Donc, voilà, c'est ça que ça m'inspire. Ils mouraient d'envie d'en découdre. C'est pour ça que là, et encore, c'est assez étrange, parce que là, c'est une affaire vraiment qui est très singulière. Parce que regardez comment ça s'est passé, la synchronisation. C'est-à-dire que Netanyahou, premier ministre israélien d'extrême droite, lui, il est à l'aise, il bombarde, il croyait qu'il avait affaire sur les gens du Liban, là, où il fait la fête. Il croyait qu'il avait affaire surtout aux pauvres Palestiniens, où il fait la fête, j'ai failli dire 24 heures sur 24, et puis aussi en Syrie, voilà. Où là, maintenant, l'actuel dirigeant, c'est un mercenaire, un terroriste qui était fiché à la CIA, il était recherché. Et là, maintenant, on le déroule le tapis rouge, il vient à l'Élysée, il va à Washington. Dites-nous, si vous n'insultez pas notre intelligence, qu'est-ce que c'est? Je me répète. Le fait qu'on reçoit sur tapis rouge le gars, là, qui est dirigeant actuel de Syrie, et puis, voilà, hein, aussi bien à Paris, à l'Élysée qu'à Washington, tapis rouge, hein, si vous n'insultez pas notre intelligence, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, je vais commencer à lire mes notes. Donc, grosso modo, j'espère que vous avez compris un peu mon développement et dire que, voilà, on est sur la terre des hommes, on est tous de passage, il faut se respecter mutuellement et tout le monde est gagnant. Surtout ceux qui ont la prétention de dire qu'ils sont philosophes, ils sont, comment dire, politologues, ils sont, je ne sais quoi encore, n'importe quoi. Parce que, franchement, hein, vous faites un usage caricatural de vos connaissances et de vos savoirs. C'est ça que ça m'inspire. C'est ça que voilà, moi je pense comme ça. Ouais. Non, parce que je dis, sinon, si ce n'est pas le cas, on n'en serait pas là. Il faut essayer de. Bon, heureusement, ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qu'on n'a pas l'occasion de voir sur les chaînes machin et tout, les chaînes corrompues. Mais sinon, heureusement d'ailleurs qu'on a Internet, du coup, ça permet de voir des gens qui sont raisonnables, voilà, qui ont les pieds sur terre et qui disent les choses. Vous voyez? Si j'ai le temps tout à l'heure, je vais peut-être montrer à la fin, si j'ai le temps. Bon. Donc, lecture. J'ai mis que. Mais ça faisait longtemps que je devais faire cette vidéo. Maintenant, aujourd'hui, l'occasion de me présenter. Hein, vidéo sur la guerre entre Israël et l'Iran. Agression d'Israël envers l'Iran la nuit du 12 au 13 juin 2025. Voilà, c'est historique. Israël a justifié cette offensive en affirmant vouloir éliminer la menace que représenterait le programme militaire iranien. Les 10 puissances nucléaires, voilà, là je fais une énumération, vous avez Israël, hein, vous avez la Corée du Nord, vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde, vous avez le Royaume-Uni, vous avez la France, vous avez la Chine, vous avez les USA. Hein. Et j'oublie pas Pakistan, j'ai noté une Pakistan, et l'Inde, voilà, j'ai cité, voilà, c'est ça. Hein, donc voilà, 10 puissances, hein, connues, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas encore connues. On connaît les quantités d'ogives des différents pays. Hein. Israël, par exemple, on dit c'est environ 90 ogives nucléaires.
Et la Russie dispose de, écoutez bien, hein, la Russie, eux, ils disposent de 5880, hein, c'est ça, 5889 ogives. Ah, ils ont, ils ont le record, les Russes. C'est pour ça qu'on les embête pas trop. Alors, et les USA, ils ont environ 5244 ogives. Bon, ça, c'est des trucs de spécialistes, hein, je ne vous cache pas, c'est vraiment des trucs de spécialistes. La Chine a environ 500 ogives. La France, c'est environ 290 ogives. Le Royaume-Uni, c'est environ 225 ogives. Et puis le Pakistan, c'est environ 170 ogives. Et l'Inde, c'est 170 également. Donc l'Inde et le Pakistan, ils ont les mêmes nombres d'ogives. La Corée du Nord, avec ses 50 têtes de nucléaire, voilà. Rappelons que l'Afrique du Sud, voilà, j'ai parlé tout à l'heure, s'est retirée de la course à l'armement nucléaire en 1989. Voilà. Oui, le cas de l'Afrique du Sud doit beaucoup nous interpeller, nous les panafricains, clairement. Oui, oui, oui. Maintenant, ce qui est réjouissant, c'est que les dirigeants de l'AES, eux, ils sont maintenant en train de travailler là-dessus pour pouvoir se doter. Alors, pour l'instant, ils parlent de s'équiper du nucléaire civil. Bouillard, comprenne qui veut, comprenne qui peut. On avance. Donc, la suite. Donc, je disais que voilà, le cas de l'Afrique du Sud, c'est que je vous dis, durant la période de l'apartheid, l'Afrique du Sud disposait de l'arme nucléaire. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai appris, mais je vous dis tardivement. Hein. Ça remonte maintenant, on va dire quoi, il y a 15 ans. Il y a 15 ans que j'ai su ça. 15-20 ans, voilà. On va pouvoir élargir. Parce que c'est avec le, dire la proximité avec le frère Balambala. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, on avance. Ensuite, ça donne quoi? Rappelons que l'Iran accepte tous les contrôles des experts sur sa capacité nucléaire ou à disposer de l'arme nucléaire, contrairement à Israël. Voilà, vous voyez? C'est ça qui n'est pas normal. Hein? Israël refuse tout contrôle concernant son programme nucléaire. Voilà. Pourquoi il refuse? Pourquoi? Bah oui, c'est intéressant qu'on sache. Alors, donc, ça veut dire qu'eux, ils sont blindés, et puis les autres disent non, non, n'importe quoi. Enfin, bon. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Il faudrait rappeler que c'est le Shah, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi à observer, c'est que le Shah d'Iran, lui, c'était un des leurs, hein, c'est un des partisans des adeptes de l'OTAN, là. Lui, il avait déjà, c'est lui qui avait inauguré, mettre en place le nucléaire iranien. Donc, ça remonte, vous voyez. C'est quand on ne sait pas, on pourrait penser que c'est récemment, là, les dirigeants actuels avec le Mollah ou je sais pas qui, hein, Ayatollah, tout ça. Non, 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 c'est le Shah qui a inauguré ça. Voilà. Donc, on nous dit, le Shah d'Iran a lancé le programme nucléaire iranien dans les années 50, hein, 53, hein, avec l'aide des États-Unis et de l'Europe, avant la révolution. Hein. D'ailleurs, même, je crus savoir que il n'y a pas que lui, Saddam Hussein aussi à l'époque avait voulu avec le président Jacques Chirac ou je ne sais plus quel président là. Et puis les services secrets israéliens, ils ont bombardé. Enfin bon, ça aussi, je vous dis, c'est une affaire d'experts. Donc on ne va pas rentrer là-bas. Il faut laisser les experts bosser là-dessus ou expliquer. Voilà, c'est beaucoup plus sérieux parce que on est dans du très lourd là. Donc, selon toutes les informations dont disposent les experts, hein, notamment américains et européens, l'Iran ne dispose pas de l'arme nucléaire. Voilà, les experts américains même le disent. Voilà, ils le disent. Bon, mais seulement, ils ont d'autres projets. Je vous dis, en apparence, ils vont essayer de dire oui, on va nous agresser, donc guerre préventive, n'importe quoi. Mais je vous dis là maintenant là, les Iraniens par rapport à la réaction qu'ils ont eue, ça va essayer de ce que j'appelle moi ramener les gens les pieds sur terre, parce que les gens étaient un peu décollés là, hein. Ils étaient un peu on dire ça en train de s'envoler là. Ramène les pieds sur terre. Quand tu as les pieds sur terre, tu fais pas n'importe quoi. Enfin, de manière générale. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc je disais que, rappelons que les USA sont de très loin le pays disposant des bases militaires à travers le monde. Ah oui, ils sont le record. Maintenant, il faudrait se demander pour quelle raison au XXIe siècle, les Américains, ils ont autant de bases. Alors que moi, je dis, quand je prends le cas de l'Afrique, toutes les bases militaires qui sont en Afrique, ces bases militaires-là sont là pour prendre en otage le peuple africain. Et donc, j'attends à ce que les prétendus diplômés et puis prétendus intellectuels là, africains, là, allez-y, développez là-dessus. Moi, mon petit niveau, là, je dis, toutes les bases militaires étrangères qui sont en Afrique, ils sont là pour prendre en otage le peuple africain. Bouillard, on est bon. Voilà. N'importe quoi. On avance. Donc, je dis, surtout l'étendue du globe terrestre, voilà, les Américains sont partout, hein, soit environ plus de 800 bases militaires. Vous vous rendez compte? 800 bases militaires. En 2017, près de 200 000 hommes, soit 10% du personnel militaire américain, sont déployés à l'étranger, dans 800 bases militaires déclarées et 177 pays. Voilà. En comptant le corps de garde des ambassades. Voilà. N'importe quoi. Enfin bon. Donc, l'Irak, il y a eu, voilà, c'est ça. Hein, quand tu regardes les adeptes de l'OTAN, là, avec Israël y compris, c'est que eux, alors Israël ne fait pas partie officiellement de l'OTAN, mais sauf que ils ont la protection. Donc à partir de là, c'est tout comme. Bon. Donc j'ai dit, il y a eu l'assassinat de Saddam Hussein, voilà, le président irakien, rappelez-vous à l'époque, en 2006.
il a été assassiné, ça a été fait par pendaison un vendredi. Moi, quand il y a l'actualité, il y a des faits, je ne suis pas seul, hein, voilà. Moi, ce qui me marque, à l'époque, ce qui m'a marqué, c'est que il a été pendu un vendredi. Je me suis dit, mais j'ai cru savoir que le vendredi était un jour saint pour les musulmans. Et pas seulement. Et je veux dire, j'ai dit, bon, pourquoi s'ils veulent faire le truc là, sale besogne là, pourquoi ils font pas ça jeudi ou samedi? Pourquoi c'est vendredi? Eh bien, toujours pareil, mon bon sens, je dis non, en fait, c'est pour humilier les gens. Est-ce que vous vous rendez compte? Bouillard, on avance. Attention, hein. Kadhafi, ils assassinent donc le Kadhafi, hein, Mohamed Kadhafi, le colonel Kadhafi. Voilà. Lui, c'est en 2011. Ensuite, c'est au tour de Bachar al-Assad, le président syrien, le fils Bachar. Lui, il a été renversé là en 2025. Et puis, je vous dis, c'est un chef terroriste qui a été mis à sa place. Il a été adoubé par les adeptes de l'OTAN. Voilà. Clairement, à partir du moment où il est reçu officiellement à l'Élysée, qu'il est reçu à Washington, on insulte notre intelligence, j'allais dire, à visage découvert, en plein jour. Hein, voilà. Hein, les prétendus diplômés. Là, pour le coup, je ne dis pas seulement pour les Africains, hein, tous les intellectuels là, qui se prétendent être intellectuels et puis prétendus diplômés. Là, voilà. Je dis, messieurs, dames, vous faites un usage caricatural de vos connaissances et de vos savoirs. Allez, plongez, allez là-dessus maintenant, allez-y, je vous donne du travail là. Il faut travailler là-dessus, c'est ce que j'ai dit là. Alors, la suite. Donc voilà, voilà, j'ai rappelé en fait tout ce qu'ils ont commis. Hein. Yasser Arafat, voilà, j'ai dit que moi à l'époque, hein, avant sa mort, hein, donc Yasser Arafat, lui, c'est le 11 novembre 2004 hein, qu'il a été, il est mort à l'hôpital militaire à Clamart, voilà. Et en fait, à l'époque, les experts suisses ont conclu à un empoisonnement. Voilà. Il y a des experts suisses qui ont fait les autopsies et tout ça, l'analyse sur son corps, et ils ont dit que c'était un empoisonnement au polonium 210. Ah, ouais, ouais. Ah non, là, c'est lourd, hein. Là, c'est du lourd. Oui, 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 ils en sont là, les gars. Ils en sont là. Enfin bon, pas trop m'éterniser parce que je dis c'est une affaire d'experts. Tous les agissements des USA et Israël sont contraires aux droits internationaux en termes de la charte. Voilà, c'est ça. Selon moi, voilà, je dis, en fait, la charte de l'ONU, là, ils l'ont enterrée même dès sa naissance. Voilà, ça c'est mon point de vue. Hein. Là aussi, mon bon sens toujours. À partir du moment où, et c'est là où on revient à la pensée, elle écrit d'Aimé Césaire, qui dit qu'ils rusent avec leurs principes. Voilà. C'est des principes, hein, de la charte, article, machin, tout ça, de la charte. Mais jamais ça a été respecté. Jamais. Et ils n'ont pas l'intention que ça soit respecté parce que c'est ancré en eux. Il faut bien le comprendre. C'est pour ça. Si ce n'était pas ancré en eux, il y a longtemps qu'ils auraient changé. Maintenant, il se trouve que génération après génération, bon, mais il y a une nouvelle génération qui est maintenant en place dans les différents pays, que ce soit les pays du Sahel, que ce soit en Russie, avec son excellence, M. Vladimir Poutine. Cet homme, je le considère comme un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe, et un homme providentiel pour les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Bouya, on avance. Donc, j'ai dit, c'est la charte de l'ONU, là, San Francisco, je ne sais pas quoi, là, bon, mort-né, parce que ça n'a jamais été appliqué. On donne l'apparence comme ça, les spectacles qu'on nous montre, l'ONU, machin et tout. Puis je vous dis, moi, toujours dans mon espèce de, comme ça, honnêteté intellectuelle, je dis, bon, aujourd'hui, au XXIe siècle, si on est dans le respect mutuel, ben, il faut choisir un pays qui soit le centre par rapport à tous les pays du monde, quand on prend le globe. Voilà. Alors que c'est implanté là-bas chez les Américains, alors on me dit, oui, ce sont eux qui ont gagné la Seconde Guerre, entre autres, parce que les Russes, si ils n'avaient pas perdu 27 millions des leurs, hein, s'ils n'avaient pas, si ils n'étaient pas occupés des nazis, là, voilà, à l'époque, bon, voilà. Et d'ailleurs, c'était rappelé constamment, paraît-il, par le général de Gaulle lui-même, hein, voilà, vis-à-vis des Américains. Que les mecs, ils la ramènent alors qu'ils sont venus après. Bon, comprennent qui veut, comprennent qui peut, là encore. Donc, je disais que le discours sur le colonialisme voilà, du grand homme Aimé Césaire, voilà, ça, il est d'actualité en permanence, le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. C'est extraordinaire. Il a mis la barre très, très haute. Ah oui, à tel point qu'on est au XXIe siècle. Lui, il a écrit ça dans les années 50. Et là, quand vous prenez lecture de ça, c'est malheureusement, hein, mais voilà, il faut dire que c'est un génie qui vient d'Afrique. Ouais, Aimé Césaire. Un nègre fondamental. Oui, 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 nous le sommes. Nous sommes les enfants, les petits-enfants, là, du nègre fondamental. Et nous sommes des nègres fondamentaux. Oui, oui, oui. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. On avance. Les Occidentaux rusent avec leurs propres principes. Une civilisation, voilà ce qu'il disait, hein, c'est une phrase, mais qui est vraiment, moi j'adore ça. Il dit une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Vous allez retrouver ça dans le discours sur le colonialisme. Je vais m'arrêter là parce que je vous dis c'est une affaire d'experts
Et simplement, bon, voilà, j'ai profité par rapport à l'intro que j'ai donnée tout à l'heure là, de la Madame Henriette, je ne sais plus, la grande dame camerounaise, voilà, qui est journaliste, je crois, au départ, et puis qui est femme politique là-bas au Cameroun. Bon. Elle a dit qu'elle elle interpelle le président, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle dit jamais Paul Biya, elle dit le président. Alors qu'elle pourrait dire le président Paul Biya, il faut le dire. Voilà. Alors on me dira, oui, mais quand elle dit son compagnon, mais nous on ne comprend pas. Voilà, parce que les Camerounais comprennent, mais comme on a l'ordre d'Internet, mais elle ne le dit pas aussi parce que voilà, c'est comme ça. C'est du non-dit là. Voilà. Et donc je dis que Paul Biya, il est indéfendable. Paul Biya est responsable justement du fait que, elle dit, il y a des jeunes Camerounais brillants ils sont à la NASA. Alors évidemment, il y a d'autres nationalités, mais cela dit, je dis toujours que je n'ai pas les moyens, mais si vous ceux qui ont les moyens, allez-y, dites-moi, pays par pays, hein, au niveau des grandes trucs là, organisations ou machin, notamment la NASA là. Il y a combien là-bas? Combien de Sénégalais, combien d'Ivoiriens, combien de Togolais, combien de Gabonais, combien de. Oui, et combien de Camerounais? Dites-moi. Sans compter que j'ai rappelé toujours, je dis, en Allemagne, il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont ingénieurs là-bas. L'Allemagne, il n'y a pas besoin d'eux. On est d'accord. C'est l'Afrique en général, et le Cameroun en particulier, qui a besoin d'eux, naturellement. Et du coup, la réflexion porte sur le fait que des gens sérieux qui prendront progressivement les postes, hein, les manettes des dirigeants africains, c'est ça qu'il faudrait faire. Le concours qui va consister à aller sonder dans tous les pays du monde. Parce que là, pour le coup, il faut que l'histoire nous soit bénéfique. Je veux dire que on est en train de vivre maintenant le match retour, parce que le match aller, c'était la déportation des millions d'Africains. Hein, les forces vives d'Afrique, hein, suivant la traite négrière, hein, commerce triangulaire. Hein. On prenait des Africains, on allait les déposer, comme ça ils allaient travailler gratuitement, gracieusement, comme des animaux. Hein. Voilà. Donc maintenant là, quand on dit qu'on est être humain et qu'on réfléchit, on est doué de raisons et de réflexions, voilà, on joue le match retour. Le match retour, c'est, selon moi, mon point de vue personnel, j'ai dit, voilà, ceux qui sont sérieux, qui tiennent les pays, qui sont les dirigeants des pays, il faut maintenant aller voir à travers le monde, en Chine, au Japon, en Europe, partout où il y a les Africains, aller les sonder là-bas, dire, bon voilà, toi, tu es de quel pays, quelle est ta formation, allez rendre. Alors évidemment, il n'est pas question de prendre n'importe qui, voilà, parce qu'il y a tellement de vendus, il y a tellement de corrompus. Donc, faut faire des enquêtes approfondies, bien entendu, et leur dire que ce serait bien, au lieu de rester ici où ils sont déjà développés, rentrer au pays pour construire le pays, rentrer au continent pour construire le continent. Voilà. Il faut faire le tri, naturellement, parce qu'il y a beaucoup de vendus. Malheureusement, hein, il y en a plein, parce qu'eux, il ne faut pas grand-chose, même juste souvent des promesses, et puis ils font n'importe quoi. Ils sont prêts à vendre père et mère, tout le monde, allez, pour leur miette là qu'ils ont en retour. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc je dis, c'est de ça dont il s'agit, parce que l'Afrique a cruellement besoin de tous ces cerveaux-là. D'abord, ceux qui sont sur place, c'est sûr, mais ceux qui sont expatriés, malgré eux, hein, que tu sois ivoirien, que tu sois gabonais, que tu sois togolais, que tu sois sénégalais, que tu sois tchadien, que tu sois, vous voyez, toute l'Afrique là, République Centrafrique, hein, tu sois du Burkina, que tu sois du Mali, que tu sois du Niger, que tu sois originaire du Bénin, et que tu es à l'extérieur, tu as une bonne formation, hein, pourvu que tu sois animé pour servir ton peuple. C'est ça qui est indispensable, qui est prioritaire. Ah oui, c'est impréalable. Non, parce que si tu viens là pour jouer comme les vendus là, hein, les Alain Foucault là, il n'est pas le seul, hein, Achille Mbembe. Il y en a plein, plein. Hein, les vendus. Je dirais que Foucault, lui, il m'insupporte, mais ce que je trouve malheureux, c'est celui de Achille Mbembe, parce que c'est pas, par rapport à Foucault, Achille Mbembe, il m'a pas l'air quelqu'un de cupide. Je crois pas. Je crois qu'il est plutôt paumé. Ce qui n'est pas le cas de Foucault. Foucault n'est pas paumé. Pour moi, Foucault est cupide. C'est un homme d'affaires. Il se cache là pour dire qu'il est panafricain. De quoi? Non. La jeune sœur, Nathalie Yamb, regarde ce qu'elle endure. Ou le jeune frère, Kenny Seba. Voilà. Eux, ce sont des panafricains, des authentiques, des vrais. Ils font le sacrifice. Alors que toi, tu fais quoi comme sacrifice? Tu es là à faire le beau avec des chemises là, machin, n'importe quoi. Enfin bon, je m'arrête parce que j'ai les gens qui sont. Non, mais c'est fatigant, voilà. Mais en tous les cas, ce qui est bien, c'est que nous, en tant que citoyens ordinaires, libres, on peut donner notre point de vue. Et puis maintenant, hein, on est dans la manifestation de la vérité. Et comme je rappelle toujours, disait Cheikh Anta Diop, à connaissance égale, la vérité triomphe. Et donc, on ne lâche rien et on ne lâchera rien parce que ceux qui ont raison, bah écoutez, ce sont les pays de l'AES, tout simplement. Ah oui, toujours, hein. Allez où vous voulez, mais
Hein, c'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.